Bonjour à tous et bienvenue dans ce Ballon d'Or 2019, une vidéo où tout simplement je vais classer les 30 nommés au Ballon d'Or donc 2019, en commençant par le 30e, le 29e jusqu'au premier bien évidemment, c'est beaucoup plus drôle. Donc ils ont été tirés en vrai, enfin tirés, c'est pas non plus un tirage au sort, ils ont été donc oui nommés, cités. Euh, J'avais essayé de faire ma liste moi-même avant des 30. Alors en fait, j'avais pas capté un truc, c'est que cette année, il y a une nouvelle récompense dans le Ballon d'Or qui s'appelle le trophée Lev Yashin, qui est donc le trophée représentant le meilleur gardien de la saison, et il y a 10 nommés. Bon, voilà, bref. Et donc moi, je pensais que du coup, les gardiens, comme ils avaient leur propre trophée, étaient entre guillemets exclus du Ballon d'Or, que ça devenait un Ballon d'Or pour les joueurs et à côté un Ballon d'Or pour les gardiens. Et ben en fait non, c'est-à-dire qu'il y a le trophée du meilleur goal, mais les goals peuvent quand même être Ballon d'Or. Donc bref, moi j'avais fait un 30 sans les goals, donc évidemment, c'est maintenant, j'aurais voulu faire une vidéo pour comparer les 30 que j'avais mis avec les 30 qui ont été sortis en vrai, mais du coup, bon, bah, c'est un peu compliqué. Bref, je passe tout de suite euh, à mon classement, que je vais faire un peu en 4 parties, parce que déjà, il y a alors la première partie qui sera les joueurs qu'en fait moi j'avais pas mis dans mes 30 et que du coup bah forcément ils se retrouvent tout en bas de ma liste parce que je les aurais pas mis donc voilà. Mais bon, il y a quelques joueurs quand même. Il y en a 5. Ensuite, une deuxième partie où je vais donner tous on va dire ceux qui méritent d'être dans les 30 mais en vrai qui pour moi sont loin quoi, de la victoire finale. Et il y a un troisième groupe avec ceux qui font quand même une très bonne saison, mais même en faisant une très bonne saison, collectivement, peut-être qu'il leur manque quelque chose, ou peut-être qu'individuellement, ils sont quand même. Enfin, tu vois, tu sais qu'ils vont pas être ballon d'or, mais ils font quand même une très bonne saison, donc ils sont là. Et il y a les derniers, que je citerai eux un par un, pour donner un peu plus de suspense, qui sont donc ceux qui sont favoris au ballon d'or. Alors, il y en a évidemment qui sont plus ou moins favoris, mais voilà, histoire de donner un petit peu d'intérêt. Voilà. Bon, maintenant j'ai fait ma petite intro. 2 minutes 30, c'est déjà beaucoup. Je vais passer tout de suite donc, je vais dire le premier groupe d'un coup, qui est donc la 26e place, la 27e place, la 28e place, la 29e place et la 30e place. Les 5 joueurs que je n'ai pas mis moi dans mes 30. Alors le 30e c'est Joao Félix. Le 29e, pardon. Non, oula, je vais peut-être faire autre chose. Je vais d'abord rappeler les 30. Je vais vous les donner dans l'ordre alphabétique. Comme ça donnera pas d'indice sur comment je vais les classer. Et je rappelle déjà les 30 avant de commencer mon classement. Il y a dans ces nommés Agüero, Alexander Arnold, Alisson, Aubameyang, Benzema, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, De Jong, De Ligt, Firmino, Griezmann, Hazard, Koulibaly, Joao Félix, Lewandowski, Lloris, Mahrez, Mané, Marquinhos, Mbappé, Messi, Salah, Son, Sterling, Tadic, Ter Stegen, Van de Beek, Van Dijk et Wijnaldum. Cette partie, cette fois, donc mon 30e, c'est Joao Félix. Mon 29e, c'est Van de Beek. Mon 28e, c'est Marquinhos. Mon 27e, Aubameyang. Et mon 26e, c'est Tadic. Alors pourquoi je les ai pas mis dans les 30? Déjà ça veut dire que j'en avais mis d'autres, mais bon ça bref. Alors pourquoi ils sont dans cet ordre? Et au fond, bon bah Joao Félix. Joao Félix c'est l'une des révélations. Pour moi, il mérite d'être haut dans le trophée des moins de 23 ans, tu vois, trophée espoir. Mais dans une saison de Ballon d'Or, enfin je veux dire, tu regardes sa saison, déjà il commence pas la saison titulaire avec le Benfica, c'est-à-dire que il rentre progressivement dans l'équipe jusqu'à finir par jouer, notamment titulaire en fin de saison, et à faire des prestations intéressantes au championnat, mais aussi en Europa League. J'insiste bien sur le fait que ce soit l'Europa League, hein, qui ne fait pas des belles prestations en Ligue des Champions. Forcément, sur une saison du Ballon d'Or, bah, ça joue. Donc pour moi, c'est une révélation. Mais il méritait même pas d'être dans les 30 du Ballon d'Or. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait une très jolie saison. Mais même encore très jolie saison, il monte en puissance, quoi. Il fait une très jolie fin de saison. Début de saison, il est à peine dans les plans, quoi. Donc bon, voilà, 30e, c'est Joao Félix. Le 29e, j'ai dit Van de Beek. Bah, en fait, son petit problème à Van de Beek, je l'avais pas mis dans mes 30 non plus. Après, je trouve que c'est pas un scandale qu'il y soit. Ça me choque pas. C'est-à-dire qu'après, en fait, autant, tu vois, pour peut-être les 10 premiers joueurs, je pense que tout le monde a sûrement. En tout cas, enfin, t'as peut-être une liste de 15-20 joueurs où tout le monde a les mêmes.
Mais après, peut-être de la 15e à la 30e place, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire que tu mettes un mec 21e ou 23e, je veux dire, en tous les cas, il aurait pas eu le ballon d'or, tu le sais, c'est juste il faut le classer. Donc c'est subjectif, quoi. Et Van de Beek, tu vois, je l'avais pas mis, mais ça me choque pas qu'il y soit. Après, je le mets 29e parce que déjà, il y a beaucoup d'autres mecs qui ont fait une meilleure saison que lui pour moi. Après, lui, collectivement, grosse saison. Le problème, c'est que bah, il joue le championnat néerlandais. Alors, même s'il écrase le championnat, bah, c'est moins bien que si c'était la première ligue ou la Liga ou voilà, ou le championnat d'Allemagne par exemple, ou même d'Italie. Après, en plus, il pâtit du fait que dans son équipe, il y a beaucoup de mecs, je trouve, qui sont meilleurs que lui, enfin qui ont fait une meilleure saison que lui dans son équipe. Donc tu vois, c'est quand je te dis, cite-moi des joueurs de l'Ajax cette année, Van de Beek, enfin pour moi en tout cas, c'est loin d'être le premier, tu vois, il y en a d'autres. Je vais pas les citer tout de suite, je vais les citer plus haut. Mais donc 29e, voilà. Marquinhos 28, lui, je l'aurais pas du tout mis dans les 30 non plus, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, pour un défenseur, tu es obligé de regarder collectivement. Et en fait, bah, il gagne la Ligue 1 assez facilement en changeant de poste et en étant quand même très très bon au milieu de terrain. Moi, je trouve que Paris a trouvé sa sentinelle. J'étais très sceptique sur le fait de changer de Marquinhos de poste. Et en fait, il s'adapte très bien. Et c'est pas qu'il s'adapte très bien, c'est qu'il devient très fort aussi. Et pas qu'en Ligue 1, donc attention. Euh, Après, il y a aussi donc il écrase la Ligue 1 tout en étant très fort, même si c'est que la Ligue 1. Bon, après, forcément, le fait qu'il se fasse éliminer dès les huitièmes de Ligue des Champions, bah, peut-être que je l'aurais mis, et peut-être même que je l'aurais mis plus haut, rien que s'il faisait déjà quart finale. Parce que lui, il est pas mauvais hein, contre United. Hein. Je veux dire, Kerrer, il fait sa couille, Buffon, il fait sa couille, Marquinhos, tu lui reproches quoi? Il n'y a rien à lui dire, tu vois. Donc c'est dommage pour lui, mais il est entraîné par la négativité collective de la saison de Paris. Ensuite, il gagne quand même la Copa América et le Brésil a pris très peu de buts. Et grâce à qui? Bah, notamment à Thiago Silva et à Marquinhos, quoi. Très solide derrière. Donc ça, c'est vrai que ça joue, et du coup, ça fait qu'en fait, il se retrouve pas 30e dans mon classement, mais bon, 28, je peux pas non plus le mettre beaucoup plus haut, quoi. Aubameyang et Tadic, bon bah, Aubameyang, moi je l'aurais pas mis, mais c'est vrai que quand tu regardes, il est quand même co-meilleur buteur de la première ligue, alors qu'il finit quoi, 5e ou 6e, je sais plus. Je sais plus si c'est 5 et United 6. Enfin bref, il finit voilà, derrière le top 4. Et puis ils font pas une saison hyper régulière. Et lui, c'est vrai que on a vu que tactiquement, des fois, Aubameyang, il y avait des petites errances. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de finisseur pur, quel joueur. Hein. Donc moi, c'est loin d'être mes joueurs préférés. Mais en fait, quand je l'ai classé, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il est quand même comme meilleur buteur de la première ligue. Alors qu'il est loin d'être dans les meilleures équipes. Enfin, je veux dire, il est cinquième. Il y a 4 équipes meilleures que lui en première ligue l'an dernier. Donc voilà, bon après il fait finale aussi d'Europa League. Alors moi j'ai vraiment beaucoup de mesures avec l'Europa League, mais bon il fait finale et il est bon, donc bon, voilà, il se retrouve 27e, je pense que c'est déjà suffisant. Et puis Tadic 26e, un peu comme Van de Beek, bah en fait il y a beaucoup de joueurs qui ont été meilleurs que lui l'an dernier. Alors attention, quand je dis beaucoup, c'est genre deux trois enfin oui beaucoup, faut que je me calme sur les mots, genre 3 joueurs, parce que Tadic l'an dernier, faut aller voir ses stats, mais je crois que c'est genre 28 buts en championnat des Pays-Bas. Alors je sais que c'est championnat des Pays-Bas, mais 28 buts, faut quand même aller les claquer. C'est quand même une domination hard du championnat. Et ensuite, il y a un nombre de passes D aussi, je crois, c'est 10 ou 15. Hein. C'est vraiment des grosses stats dans le championnat des Pays-Bas. Après, il fait sa masterclass en match retour contre le Real Madrid. Et j'invite tout le monde, même si vous avez vu le match, à revoir le match, tellement ce match de Tadic est magnifique à Bernabeu. Après, euh, faut pas se faire trop leurrer par ce match-là qui est incroyable. C'est-à-dire que les autres matchs, il a été bon, mais il y a des mecs qui, moi, je trouve, ont été plus impressionnants, voilà, sur la régularité, etc. Donc, voilà. Mais Tadic, moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Je suivais déjà Southampton où le mec était complètement perdu. Et là, il arrive à l'Ajax, nouvelle tactique, nouveau joueur, nouveau système. Et le mec est impressionnant. Changement de poste lui aussi, comme Marquinhos, il passe 9,5. Et il devient absolument incontournable dans son équipe. 26e, je suis content qu'il soit nommé dans les 30 du Ballon d'Or. 26e, je trouve que c'est pas mal. Et là, donc, je vais changer de groupe. Je passe dans le groupe des joueurs que j'avais mis dans le Ballon d'Or déjà, mais que en fait, dès que tu les cites, tu sais qu'ils vont pas avoir le Ballon d'Or. Mais c'est dur de pas les mettre dans les 30. Je veux dire, ils méritent quand même d'être dans les 30 cette année. Après, ils sont quand même voilà, dans la deuxième partie de tableau. Enfin, moi, je trouve. Je vais donc les citer tous d'un coup et les afficher. 25e Koulibaly, 24e Son, 23e Griezmann, 22e Lewandowski, 21e Kevin De Bruyne, 20e Kylian Mbappé et 19e Eden Hazard. Alors pourquoi ces joueurs-là sont dans ce groupe?
Je vais commencer donc un par un. Koulibaly, parce que Koulibaly, alors sûrement l'un, pour pas dire le meilleur défenseur de Serie A. Ça, c'est notamment ça qui le propulse dans les 30, hein. Ça, on peut pas le nier, hein. Il en fait partie. Donc, dans un championnat qui est quand même réputé défensif, quand tu es le meilleur ou l'un des meilleurs défenseurs d'un championnat défensif, c'est que tu as du talent quand même. Ça, c'est indéniable. Le problème de Koulibaly, c'est que bah, tu te fais sortir dès les poules de Ligue des Champions et que tu te retrouves qu'en Europa League. Et contrairement à Aubameyang qui fait finale, bah, lui, il fait quart, quoi. Il se fait sortir par Arsenal en plus. Il fait quart. Et en plus, si on regarde bien, l'Europa League, ils ont pris pas mal de buts. Donc, bon, Koulibaly, ça par contre, ça lui fait du mal au niveau de la fin de saison, quoi. T'es obligé de prendre ça en compte. Je veux dire, dans un classement, tu prends en compte évidemment, puisque c'est un classement du talent individuel, donc tu es obligé de prendre le talent individuel, mais tu es obligé de prendre le collectif, c'est-à-dire que voilà, quand ton équipe elle passe pas les poules de Ligue des Champions, tu peux pas aller faire des gros matchs en Ligue des Champions, ça te met moins en avant, donc forcément il y a d'autres mecs qui prennent des points là où toi t'en perds. C'est que c'est le jeu, ça veut pas dire que Koulibaly, tu vois, c'est le 12e meilleur défenseur non plus, parce que, je sais pas, ça veut dire qu'il est moins fort que Sergio Ramos cette saison, parce que Sergio Ramos fait 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pas comme ça qu'il faut compter, mais je veux dire, voilà, il fait que Europa League, en plus il sort en quart, en plus ils ont pris pas mal de buts entre les 16e et les quarts, donc bon, voilà. Ça lui fait du mal. Ce qui lui fait aussi un peu de bien, c'est la finale de, de, de Cannes, de la Cannes avec le Sénégal, parce que le Sénégal, alors offensivement, moi je trouve que le Sénégal a été pas ouf quand même. Offensivement, c'était vraiment compliqué. Par contre, défensivement, très très fort. Je tiens à préciser notamment que la finale perdue contre l'Algérie 1-0, Koulibaly n'est pas là, comme par hasard. Et que sinon, défensivement, ils ont été très très forts tout au long de la compétition. Ça, c'est un plus pour lui vraiment. Donc je trouve que, bon, ouais, il se retrouve quand même que 25e parce que voilà, il y a d'autres joueurs qui ont été plus impressionnants. Mais Koulibaly mérite d'être dans ces 30, moi je suis d'accord. 25e, c'est pas mal. Minson, alors moi, c'est vrai que j'aurais plutôt mis Harry Kane, bizarrement, dans les 30 que Minson. Mais ils ont choisi une Minson. C'est vrai que finalement, il pèse quand même sur le jeu de son équipe dans plusieurs compartiments du jeu. Mais moi, j'ai pas mal de réserves avec Son. Alors, heureusement qu'ils font la finale de Ligue des Champions qui leur donne beaucoup plus de visibilité. Moi, je trouve quand même, déjà, il est pas là, je crois que c'est en demi contre l'Ajax. Il rate la demi parce il doit être suspendu ou quelque chose comme ça. Il rate un match, ou peut-être deux, je sais plus. Ouais, il est blessé ou suspendu, je sais plus. Je crois qu'il rate le match retour contre l'Ajax. Ensuite, niveau de la saison de Première Ligue, Tottenham, ça a été un peu en dents de scie. C'est pas incroyable. Minson, en fait, c'est le genre de mec qui va te mettre un doublé dans un match avec un but enroulé incroyable. Et puis en fait, le match d'après, tu sais, ils font 0-0. Puis le mec a eu fait un centre dans le match, quoi. Tu vois, il a pas été inspiré. Son, ça a été un peu souvent ça. Moi, je trouve, j'étais un peu surpris de voir Son. J'aurais plutôt mis Harry Kane, voire Eriksen. J'aime beaucoup Eriksen. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait cette saison. J'aurais plutôt mis un de ces deux à la place de Son. Bon, c'est vrai que Son fait une bonne saison. Voilà, je le mets 24e parce que je pense pas qu'il puisse être plus haut et en même temps pour récompenser un peu la saison qu'il fait avec Tottenham où il a eu beaucoup de fulgurance un peu assez décisive. Donc je le mets si haut. Après, il y a Griezmann, Lewandowski. Alors Griezmann, Lewandowski, je vais un peu les juger en même temps parce qu'en fait, c'est deux mecs qui sont dans une équipe qui se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc collectivement, bah, ça va pas plus haut. Ensuite, bon alors Lewandowski, il finit par gagner son championnat, mais ça n'a pas été facile toute la saison. Griezmann fait une très très belle saison avec l'Atlético, où il est comme d'habitude la pièce maîtresse de cette équipe. Deux mecs qui marquent quand même pas mal de buts. Moi je trouve que Griezmann, au vu de la tactique, de tout ça, il met encore beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Lewandowski, bon bah c'est un pur buteur. Lewandowski, c'est un mec dans la surface, il peut marquer pied gauche, pied droit, en pivot. Dès qu'il est dans la surface, si vraiment tu vas pas lui mettre le contact, mettre le pied sur le ballon, le pousser, le tirer un peu le maillot, il y a quasiment but tout le temps. Je veux dire, c'est un pur buteur. Griezmann, il transcende encore son équipe. Enfin, je veux dire, si, là on voit cette année, là c'est Joao Félix qui entre guillemets prend la place de Griezmann. Eh ben, c'est difficile pour l'Atlético de suivre parce que tu perds Griezmann quand même. C'est là qu'on se rend compte à quel point le mec est fort, était fort dans ce système-là. Griezmann, je trouve qu'il mérite d'être dans les 30, 23e c'est suffisant, Lewandowski 22, voilà, je ne vais pas tout détailler pour pas faire une vidéo trop trop longue non plus. 21e, j'ai mis Kevin De Bruyne, lui je vais le juger tout seul, parce qu'en fait Kevin De Bruyne, son problème c'est qu'il rate quand même quelques matchs dans la saison, pas mal blessé. S'il n'avait pas été blessé autant,
Je pense que non seulement il serait peut-être dans le top 15, il gratterait peut-être le top 10. Et attention, alors Kevin De Bruyne cette année il sera que 21 e, donc je le répète, un peu trop de matchs ratés. Alors pourquoi s'il rate un peu trop de matchs, il est quand même 21 e finalement? Parce qu'à chaque fois qu'il est sur la pelouse, c'est un monstre, c'est un bijou. Et je vais même aller plus loin. Si Kevin De Bruyne il fait la même saison que l'an dernier, en évitant évidemment les blessures, donc qui joue peut-être une dizaine de matchs de plus, attention à qui va être Ballon d'Or 2020. Parce que Kevin De Bruyne, s'il continue avec la qualité qu'il a, à quel point il peut être complet, c'est-à-dire que dans les passes, passes courtes, passes longues, puissance, effet, coup de pied arrêté, le nombre de passes D qu'il est capable de faire, il est capable de mettre des mines de loin, il a une grande précision avec son pied, que ce soit pour les passes mais pour les tirs. Comme j'ai dit, il a la puissance et la précision. Ce mec est absolument incroyable. En plus, il a le côté un peu plus maintenant hargneux avec la première ligue, on commence à le sentir. Si vraiment Kevin De Bruyne s'endurcit physiquement, c'est-à-dire au niveau de son corps, ne pas trop se blesser, euh, il peut clairement, prochainement, être dans les concurrents au Ballon d'Or, peut-être 2020, 2021, je sais pas, surtout si City reste aussi fort. Donc attention, cette année, moi je le mets 21 parce que, ouais, voilà, il rate quelques matchs. Notamment, il rate un match contre, je crois que c'est contre Tottenham, en quart, où ils se font sortir. Donc voilà, bon. Non, c'est pas qu'il rate, non, il rentre en jeu le premier match parce qu'il est blessé et on sent que physiquement il y est pas en fait, il est à court. Donc c'est un peu compliqué, il rate plusieurs matchs de première ligue aussi. Bon voilà, j'espère vraiment qu'il fera une saison complète. Attention, cette année en tout cas, je mets 21 e. Et Kylian Mbappé et Eden Hazard, ils se retrouvent 20e, 19e. Alors c'est vrai qu'Hazard, quand j'ai vu 19e, je me suis dit, ah, je le mets que 19. Et pour moi, il y a quelque chose qui me fait basculer ce choix. Pour Mbappé, c'est vraiment le fait que le mec est quand même deuxième meilleur buteur européen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est vrai que le mettre en dessous de la 20e place, c'est chaud, quoi. Par contre, le mec, il écrase une Ligue 1 qui est quand même pas compétitif au niveau du PSG. Il écrase. Pardon, il se fait sortir en huitième de finale. En plus, ce qui est con pour lui, c'est que beaucoup l'ont critiqué. Moi, en huitième de finale, contre United, il est pas mauvais. On attend beaucoup d'Mbappé qu'il aille créer le jeu et tout à la place de Neymar, Verratti, Rabiot et tout. Mais il faut se rappeler quand même que le mec, c'est pas un créateur, c'est un finisseur. Je veux dire, tu ne demandes pas à Cristiano Ronaldo de prendre le ballon au milieu du terrain et de faire du Messi. Non, il fait du Cristiano. Bah, Mbappé, pareil, il a besoin de ces joueurs créatifs qui n'étaient pas tous présents. Et lors d'United, ça a fait mal. Je rappelle quand même qu'il y a deux coups plus un penalty. Bon, tu peux le siffler, tu peux ne pas le siffler aussi. Mais il n'a pas été mauvais. Le problème, c'est qu'il n'a pas été exceptionnel, que son équipe se qualifie pas. Et ouais, tu peux pas mettre un mec si haut que ça, il passe pas les huitièmes, ça devient compliqué après, quoi. Donc voilà, faut qu'il vraiment voilà. Donc bon, la Ligue 1 c'est pareil, c'est pas phénoménal non plus. Donc bon, Kylian Mbappé, il se retrouve 20e. Je trouve que c'est déjà bien parce qu'il fait quand même une très belle saison individuellement parlant. Après, bah, c'est sûr qu'il n'a pas pu montrer tout son talent à plus haut niveau. Donc 20e. Et Eden Hazard, bah, comme pour d'autres que j'ai cités avant, le problème c'est qu'en fait, Chelsea gagne l'Europa League, quoi. Moi, ça me bloque un peu. J'ai du mal à le mettre vraiment beaucoup plus haut quand tu gagnes, entre guillemets, que l'Europa League. Surtout que Chelsea a beaucoup fait tourner, même pour gagner l'Europa League. Et que, bon, voilà. Je veux dire, tu vois, Giroud, il est meilleur buteur de l'Europa League et il n'est même pas titulaire en première ligue, quoi. Donc, c'est ça. Alors, après, Hazard fait une très belle saison statistique individuellement. Ce qui est rare. C'est vrai que j'ai été un peu choqué cette année. C'est que Hazard, quand il fait une saison à 6 buts, 6 passes D, on se dit quand même, ah ouais, il a été incroyable, il y a des actions, il dribble tout le monde, il met des buts phénoménaux, etc. Alors qu'il fait, entre guillemets, pas de stats. Là, cette année, je crois il met une quinzaine de buts et presque pareil de passes D. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait dire, parce qu'il joue quand même dans un Chelsea malade. Parce que là, c'est pas le Chelsea de certaines années où ils étaient très forts. Non, non. Donc le mec a mis beaucoup de buts, beaucoup de passes D par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il finit quand même troisième de première ligue. Bon, après, il est complètement lâché par les deux devant qui sont des monstres. Mais il finit quand même troisième de première ligue finalement, comme j'ai dit, dans un Chelsea malade. Il gagne l'Europa League. Donc collectivement, c'est pas si mal. Individuellement, c'est intéressant. Mais bon, c'est vrai qu'il se retrouve 19 parce qu'il y a des mecs voilà, auxquels je vais passer maintenant. Je passe donc dans le troisième groupe. C'est le groupe de ceux qui vraiment font une très belle saison mais à qui a manqué vraiment quelque chose. Euh, donc c'est de la 13e à la 18e place, je vais vous les afficher maintenant. Ter Stegen en 18, Benzema en 17, Riyad Mahrez en 16, Cristiano Ronaldo en 15,
Wijnaldum, pardon, 14 et Sergio Agüero en 13. Pourquoi ils arrivent dans ce sens? Alors Ter Stegen, quand j'ai dit un Chelsea malade par exemple, le Barça c'est vraiment une grosse maladie aussi. Alors heureusement qu'il y a Lionel Messi, heureusement qu'il y a Jordi Alba, heureusement qu'il y a Arthur. Mais finalement, ça c'est pour le jeu, pour marquer des buts. Mais qui sauve le Barça défensivement? Moi j'aime bien Lenglet, j'aime bien Piqué, j'aime bien Umtiti, j'aime bien Semedo, même comme je l'ai dit, j'aime bien Alba. Mais défensivement, le mec qui tient la baraque, c'est Ter Stegen. Peut-être l'un des... Alors, je pense qu'il fait pas la meilleure saison cette année en tant que goal. Par contre, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs individuellement? On commence à se poser la question très très fort depuis plusieurs saisons. Cette saison 2019, elle fait vraiment du bien pour lui. Et puis le Barça, comme j'ai dit, déjà, rien que prenons la double confrontation contre Liverpool. Le match aller, tu gagnes 3-0. Alors, pour moi, il y a deux mecs qui font que le Barça gagne 3-0. Ce match-là, Liverpool peut largement le gagner. Alors, pas forcément 18-0, attention. Mais Liverpool peut le gagner. Non seulement Liverpool ne le gagne pas, mais le Barça gagne 3-0. Pourquoi? Parce que Messi et parce que Ter Stegen. Il y a deux mecs qui font le taf, c'est Messi et Ter Stegen. Et moi, je pense qu'il faut lui rendre, c'est même pas un hommage, mais il faut lui rendre tout simplement ce talent qu'il nous a montré cette saison, Ter Stegen. Il a tenu la baraque, il a été décisif en Ligue des Champions, en Liga. Voilà, parce que le Barça n'est pas le meilleur Barça qu'on a connu et n'est pas la meilleure équipe 2019, loin de là. Donc voilà, s'ils vont aussi haut, notamment en demi-Ligue des Champions, s'ils vont aussi haut, enfin qui gagnent la Liga aussi entre guillemets tranquillement, c'est parce qu'il y a un mec derrière qui s'appelle Ter Stegen qui a été incroyable. Alors c'est toujours difficile de classer les goals, les défenseurs, les milieux et les attaquants dans le même panier. Moi je pense que la 18e place, c'est mérité. Ter Stegen il mérite d'être dans les 30 du Ballon d'Or. Et 18, ça lui va plutôt bien. Et à la 17e place, Benzema, alors pas facile non plus à classer. Pourquoi il se retrouve là? Parce que euh, alors lui, quand j'ai dit Chelsea malade pour Eden Hazard, alors là, le Real Madrid, c'est encore plus malade que Chelsea, je trouve, parce que, en fait, t'as que des joueurs tauliers qui sont pas du tout à leur niveau. Je veux dire, Modric, le mec passe d'une saison Ballon d'Or à une saison, qu'est-ce qu'il fait au Real, tu vois? Mais c'est incroyable d'en arriver là. Tony Kroos, c'est moyen. Modric, c'est pas bon. Kroos, c'est moyen. Gareth Bale, il joue jamais. Bon, l'absence de Cristiano Ronaldo, j'en parle même pas, mais ça a tué complètement le Real tactiquement. Ça continue à faire des centres. C'est bien, Benzema, il continue de mettre ses buts, mais il n'y a plus le Ronaldo pour aller en mettre 30 derrière ou 40. Donc forcément, ça pose un problème collectivement. Ça perd plus de matchs. Ça finit troisième de Liga. Ça se fait sortir dès les huitièmes par une équipe en forme en Ligue des Champions. Donc collectivement, c'est compliqué. Je trouve quand même que Benzema a été, pour employer un mot, ravissant dans cette équipe. Parce que dans une équipe qui joue mal, quand un joueur joue bien, ça se voit. Et lui, ça se voit trop, quoi. Il est vraiment au-dessus. En fait, quand il y avait le Real de Ronaldo, c'est-à-dire rien que l'an dernier, quoi, enfin en 2018, tu avais, comment dire, tu avais, je sais pas, 4, 5, 6 joueurs qui venaient avant Benzema, quand tu disais qui est le meilleur joueur du Real. Moi, je trouvais que Ronaldo était meilleur, je trouvais que, j'allais dire Jesus Navas, que Keylor Navas était meilleur que... Enfin, c'est compliqué de comparer, mais moi je trouve qu'il était plus, enfin pas plus utile, mais voilà, meilleur que Benzema au final. Et je trouvais que Kroos et Modric étaient meilleurs que Benzema. Alors après, ça se joue pas non plus forcément à grand chose, mais je trouvais que Ramos et Varane avaient fait une meilleure saison que Benzema aussi, Marcelo pareil. Et au final, cette année, qui fait une meilleure saison réelle que Benzema? Personne. Donc, donc Karim Benzema, je le mets aussi haut parce que pareil, il finit deuxième meilleur buteur de la Liga derrière un certain extraterrestre dont on parlera sûrement un peu plus haut. Voilà, je veux dire, il fait le taf. En Ligue des Champions, pareil, il aide beaucoup le Real. Il permet au Real de garder un certain jeu. C'est le seul pour moi qui sort la tête de l'eau. Et quand à ce niveau-là, tu es le seul, vraiment le seul, bah tu mérites d'être cité. 17ème au Ballon d'Or. Après, c'est dur de le mettre plus haut parce que bon, tu passes pas les 8ème de Ligue des Champions. Après, contrairement, tu vois, à Paris avec Mbappé, je veux dire, Paris se font sortir quand même par un Man U vraiment pas ouf et en plus avec beaucoup d'absents, blessés et tout. Alors là, c'est vraiment aucune excuse. Que bon, le Real, ils se font sortir quand même par une équipe de l'Ajax absolument incroyable. Donc ça, entre guillemets, il y a une petite excuse, tu vois. Bon, voilà. Benzema, 17ème. Donc j'ai dit Riyad Mahrez en 16. Riyad Mahrez, incroyable. Alors lui, c'est un peu comme Kevin De Bruyne. À chaque fois qu'il touche
le ballon, c'est dangereux, c'est incroyable, c'est un geste parfait, précis, qui amène quelque chose. Parce que Riyad Mahrez, c'est un dribbleur, et quand un dribbleur réussit ce qu'il fait, ça devient un joueur incroyable. Et Riyad Mahrez, en ce moment, est un joueur incroyable. Pourquoi il est, par exemple, 5 places au-dessus de Kevin De Bruyne? Parce que, déjà, il fait une saison de Première Ligue absolument incroyable, complète, qu'il a su s'imposer, que en plus tu peux lui rajouter avec l'Algérie une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour moi c'est pas le meilleur Algérien sur la compétition, mais il est quand même bon, donc ça lui apporte un plus sur la saison, je trouve, surtout qu'il gagne la compète, et qu'offensivement ils ont été intéressants. Et Riyad Mahrez, le petit truc qui fait qu'il se retrouve que 16e, c'est que bah 8 quarts de finale de Ligue des Champions. Alors en plus c'est vraiment dur parce que City doit gagner ce match contre Tottenham et par une VAR, voilà, City ne gagne pas. Alors ça c'est pour le contexte résumé très rapide. Enfin, le final c'est que la VAR n'accepte pas le but pour City et City se fait éliminer. La réalité aussi, c'est que City prenne 3 buts. Ça, faut pas l'oublier. Et qu'il y a eu beaucoup d'errance. Il y a eu beaucoup de manque de rigueur tactique, notamment en retour. Je rappelle qu'au match aller, ils perdent 1-0 dans un match où Pep Guardiola se trompe tactiquement et où City a été complètement en manque d'inspiration. Faut pas oublier qu'ils perdent ce premier match. Et que le deuxième, ils en prennent 3. Donc il y a eu aussi des erreurs de la part de City, même si, pour moi, ils doivent passer. Qu'ils ont montré des choses incroyables. Bah, le problème, c'est que te faire éliminer en quart de finale, forcément, là, quand tu arrives là, dans les 16 meilleurs au Ballon d'Or, bah, c'est difficile de rentrer dans le top 15. Donc Riyad Mahrez se retrouve 16e, malgré une très belle saison. Cristiano Ronaldo, faut pas l'oublier, il est 15e cette année. Il a beau être tout Cristiano Ronaldo qu'il a été, bon, cette saison, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que tu vas te dire, ouais, c'est vrai que c'est dur de le mettre plus haut, il fait une bonne saison de Serie A, une vraiment bonne, une très bonne saison de Serie A, un peu comme je crois qu'il met le même nombre de buts que Benzema en Liga à un but près, je crois que Cristiano Ronaldo en a un de plus. Voilà, bon, il n'est pas meilleur buteur de Serie A, il y a deux trois mecs devant lui. Il termine champion, bon, d'un championnat dominé par la Juve, donc c'est vrai que il fait largement le taf, mais c'est moins impressionnant. Un peu comme Lewandowski au Bayern, quand il gagne à la fin avec le Bayern, tu te dis ouais. Quand Paris gagne la Ligue 1, tu te dis ouais. Quand le Barça gagne, quand Manchester City pardon gagne la Première Ligue, tu fais ah ouais quand même. Quand le Barça gagne la Liga, tu fais ah ouais devant Atletico et le Barça. Et ouais. Donc voilà bon. Même si la Serie A est bien meilleure que la Ligue 1 par exemple, hein. Mais bon, c'est vrai que la Juve surdomine, donc c'est un peu moins impressionnant. Et tu te fais sortir dès les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça, forcément, bah, ça fait mal au final, hein. Il y a 14 mecs devant qui. S'il y en a qui ont été éliminés en quart de Ligue des Champions, dans ceux que je suis en train de voir, mais très peu. Donc c'est compliqué. Ça joue beaucoup. Et le fait que bah, c'est vrai que maintenant que ce soit vraiment un buteur exclusif, bah, dans le jeu, c'est moins impressionnant. Voilà, moi je trouve que 15e c'est une belle place parce qu'il fait quand même une très belle saison. Faut pas non plus dénigrer ce qu'il a fait, même s'il est plus, moi je pense cette année il est pas au niveau Ballon d'Or. Donc 15e place pour Cristiano Ronaldo. 14e place, là on rentre dans déjà des joueurs. Bah, je vais même finir avec la 14e et la 13e place qui sont donc Wijnaldum et Agüero parce que ça va me permettre de parler de Liverpool et Manchester City en parallèle. C'est-à-dire que là on est dans deux équipes qui ont fait une saison de Première Ligue absolument somptueuse. Liverpool ne gagne pas ce titre, mais c'est comme s'il l'avait gagné en fait pour moi. Pour moi, il y a, enfin, quand tu regardes pour la liste du Ballon d'Or, quand tu commences, tu te dis ouais, il y a City Liverpool déjà, tu vois. C'est deux équipes qui ont fait un truc sur un championnat absolument incroyable. Ça les met beaucoup plus haut que tout le monde. Surtout qu'Agüero et Wijnaldum ont joué quasiment tous les matchs. Agüero a été le meilleur co-meilleur buteur de Première Ligue dans la meilleure équipe de Première Ligue, donc forcément ça joue. Wijnaldum, non, je vais commencer par le collectif. Bon, Agüero malheureusement se fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions également, le match avec City. Alors lui par contre, il met quand même pas mal de buts. En Ligue des Champions, il met, donc, comme j'ai dit, comme meilleur buteur de Première Ligue, beaucoup de buts dans, pour moi, le meilleur championnat du monde. Forcément, ça joue sur ta position Ballon d'Or à la fin. Wijnaldum 14. Pourquoi? Pourquoi aussi haut? Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le mec auquel on pense tout de suite. Parce que, en fait, aujourd'hui, on a un mot pour définir chaque type de milieu. Milieu défensif, milieu sentinelle, milieu relayeur, milieu offensif,
milieu, je sais pas, on va dire, tu sais, un régista, celui qui va faire un petit peu le jeu, un milieu. On a plein de mots maintenant pour définir un petit peu ce que sont capables de faire les joueurs. Voilà. Moi, je trouve que Wijnaldum, c'est milieu central, c'est-à-dire que tout ce que je viens de citer, il est capable de le faire. Il est capable de défendre, il est capable d'attaquer. Il a mis des buts à des moments importants. Il a réussi à défendre un contre un, que ce soit à revenir défendre, à rester dans une pression, à faire le pressing, à être endurant, à des moments importants aussi, tout au long de la saison, dans une saison incroyable. Collectivement, bah, le mec, c'est le meilleur deuxième de l'histoire du monde, franchement, là, c'est compliqué de faire mieux. C'est le champion de la Ligue des Champions, forcément, c'est pas trop mal, hein. Et ensuite, comme je l'ai dit, il est capable de tout faire. Je veux dire, il est capable de faire des passes en plus, il est capable de tirer, il est capable d'aller faire le pressing, il est capable de défendre, il est capable de se muer un peu en joueur de l'ombre, tout en étant le mec qui prend la balle, qui remonte le ballon et qui la distille comme il faut. Moi, je le trouve absolument incroyable. C'est l'un des artisans de la victoire de Liverpool. Pourquoi, alors, après tous ces éloges, pourquoi il est que 14e? Parce que bah, y a des mecs qui ont été encore plus impressionnants que lui, c'est ça le ballon d'or. Et donc 13e Agüero, comme je l'ai dit, voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, pourquoi Agüero finalement il est si bas? Bah, parce que quart finale de Ligue des Champions et parce que également il fait une Copa América qui, je trouve, pour lui, c'est pas très bien passé. Alors, ils font demi de Copa, mais l'Argentine n'a pas été bon offensivement. Agüero a peu marqué. Bon, voilà, pour moi, ça lui apporte pas de points. Je me demande si ça lui en enlève même pas. Donc voilà, 13e. Il fait partie de ce groupe de ceux qui font une très belle saison, mais qui ne sont pas prétendants Ballon d'Or. J'arrive donc dans mes 12, que là, je vais vous citer un par un. C'est le dernier groupe. Je commence avec le 12e, Mohamed Salah. Et oui, pour moi, voilà, il fait partie de ceux où tu te dis, c'est vrai que Salah est Ballon d'Or. Bon, après, il est 12e, donc c'est que pour moi, il y a quand même 11 mecs qui méritent plus que lui. Pourquoi Mohamed Salah est si haut? Alors, j'ai déjà beaucoup parlé de Liverpool. Alors, pourquoi il est si haut par rapport à tous ceux qui sont derrière lui? Pourquoi il est si bas par rapport aux 11 devant? Mohamed Salah, je trouve quand même qu'il y a eu, moi qui suis beaucoup Liverpool, beaucoup d'erreurs dans les choix. Et j'ai trouvé, alors, il est d'une finition et d'une précision chirurgicale, c'est incroyable. Dès qu'il est dans la surface, c'est but. Dès qu'il part en contre, c'est but. Par contre, il y a eu beaucoup de dribbles, de tentatives de déstabilisation de l'adversaire par un dribble, une feinte et tout, qui je trouve sont moins percutant. C'est pas le meilleur des trois de devant à Liverpool, par exemple. Moi, je trouve. Et bon, bah alors, attention, hein, il est 12e, ce qui veut dire qu'il fait quand même, pour moi, la 12e meilleure saison au monde. Donc c'est incroyable. Après, quand tu juges ce genre de joueurs là, tous ceux qui sont devant, c'est à des détails. Et le problème, c'est que Mohamed Salah, voilà, j'ai trouvé un peu moins précis dans ses dribbles, un peu moins pas décisif, mais un peu moins impressionnant dans le jeu. Voilà. Après, c'est sûr que dès qu'il est dans la surface ou dès qu'il est lancé face à un adversaire, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre. Malheureusement, la CAN avec l'Égypte, bon bah voilà, ça lui apporte pas de points. Et c'est que bah voilà, et bon, il joue tous les matchs, il est ultra régulier avec Liverpool, mais beaucoup de buts en première ligue, même s'il y a des mecs qui ont mis plus de buts que lui, notamment. Voilà, après, qu'est-ce que tu veux dire? L'un des artisans de la victoire de Liverpool à tous les niveaux, voilà, en Ligue des Champions, et du fait qu'il soit deuxième de manière incroyable. Mais il se retrouve 12e, notamment derrière le 11e, qui est Hugo Lloris. Quand j'ai dit tout à l'heure, je suis surpris que Son y soit, et je mettrais plutôt Harry Kane et ou pardon, Eriksen. Pour moi, quand même, le premier joueur auquel je pense quand je dis Tottenham en saison 2019, c'est Hugo Lloris, quoi. Tottenham, comme je le dis, c'est pas qu'il mérite pas de passer contre City, mais je veux dire, il peut, enfin, tu rejoues le match 10 fois, 8 fois sur 10, ils sont sortir, quoi. Et par contre, quand tu prends, alors pareil, il y a alors la demi contre l'Ajax, pour moi c'est le pire. S'il n'y a pas Hugo Lloris dans la cage, s'il est blessé là et qu'ils mettent, je sais plus qui y avait l'an dernier, c'était Vorm le goal l'an dernier, ou un mec comme ça,
Où là, ils ont Gazzaniga là, en ce moment. Attends, et tu prends 16 buts par match. Non mais le nombre de parades importantes. Parce que c'est pas genre des parades pour la photo, hein. C'est le mec qui va chercher des ballons au fin fond des lucarnes, il va chercher des ballons au ras du poteau. Et c'est en permanence. C'est 5, 10 arrêts par match en Ligue des Champions. Alors en Première Ligue, pareil, attention, hein, Tottenham ils finissent quatrième. C'est notamment grâce à Lloris, hein, parce que moi je trouve que c'est peut-être sa meilleure saison en Première Ligue depuis qu'il est arrivé, et il fait une saison de Ligue des Champions absolument monstrueuse, et en plus ils vont jusqu'en finale, ce qui lui a permis de montrer son talent. En finale, on l'a un peu moins vu parce que Liverpool laisse le jeu à Tottenham, mais la demi contre l'Ajax, oh là là, qu'est-ce qu'il est important. Le quart contre City, il en sort aussi quelques-unes, mais bon, il s'en prend quand même 4. Voilà, non, non, incroyable, incroyable Hugo Lloris. Je peux pas le mettre plus haut parce qu'il y a des mecs pour moi qui ont vraiment montré des choses qui sont incomparables. Mais Hugo Lloris, pour moi, c'est le meilleur joueur de Tottenham sur la saison 2019. Et il mérite d'être 11e du Ballon d'Or. Moi, je suis très, très surpris de ce qu'il a. Enfin, pas surpris, mais à ce niveau-là, c'est waouh, t'es bluffé, quoi. Je passe donc maintenant au top 10 avec, ce sera Mathis de Ligt qui se retrouve donc 10e. Pourquoi il se retrouve si haut? Parce que, par exemple, pourquoi il se retrouve 10e alors qu'un Van de Beek et un Tadic sont au-delà de la 25e place? Eh bien parce que quand j'ai dit qu'il y avait des meilleurs joueurs dans l'équipe de l'Ajax, je pense notamment à De Ligt, qui a été juste en fait phénoménal. Je sais pas comment dire, De Ligt, qui est donc défenseur central. Pour moi, déjà, c'est le deuxième meilleur défenseur central de la saison derrière un mec dont on parlera peut-être un petit peu plus haut. Son problème, encore une fois, c'est que pourquoi il est que 10e, par exemple? Parce que l'Ajax, le championnat néerlandais, en plus, bon t'es défenseur, donc c'est encore plus dur pour te mettre en avant. Forcément, ça joue un peu. Pareil, il fait demi de Ligue des Champions. S'il fait peut-être finale, est-ce que je le mets pas plus haut? C'est possible. Mais en fait, déjà, il mérite largement d'être dans les 30. Et la contestation n'est même pas possible. Il est quand même dans les 10 pour moi parce que je trouve qu'il est en train tout simplement d'apporter, de réinventer. Ce poste est en train d'être réinventé, le poste de défenseur central. Les postes de défenseurs en général, parce que les latéraux aussi sont en train d'être réinventés. On le voit avec notamment Robertson, qui n'est pas dans les 30, ce qui est pour moi un pur scandale. Mais De Ligt fait partie de ces nouveaux joueurs qui profitent de la réinvention du poste pour montrer qu'ils sont capables d'être solides, d'être bons dans les duels aériens, d'être bons dans les duels au sol, d'être capables de relancer, d'être capables de prendre le ballon, de faire une course de 30 mètres pour éliminer un joueur, déstabiliser le milieu de terrain et arriver en plus à faire une passe, donner des ballons longs. Enfin bref, c'est vraiment la nouvelle génération de défenseurs centrales. Pour moi, il est en train de réinventer son poste et rien que ça, c'est absolument monstrueux. Surtout qu'il fait ça quand même dans une équipe, même si elle est très belle l'an dernier, à laquelle personne ne s'attend. Personne ne s'attend à ce que l'Ajax soit aussi fort. Tout le monde se dit, ouais, l'Ajax, ils vont se faire poutrer par le Real en 8ème, surtout quand le Real gagne 2-1 à l'aller, et tout le monde se dit, c'est fini. Et bah non, De Ligt a montré son talent tout au long de la compétition de Ligue des Champions, tout au long quand même d'une saison où ils sortent le Real, parce que tu es obligé de mettre l'accent sur la Ligue des Champions, le Real, la Juve, c'est juste impressionnant. Bon, malheureusement, ils se font avoir par un Lucas en demi-finale de Ligue des Champions qui va leur faire très très mal, leur donner sûrement beaucoup de regrets. Mathis de Ligt partira par la suite à la Juventus. Est-ce que c'est étonnant qu'il parte dans un grand club? Absolument pas. Saison monstrueuse. Il est 10e de mon ballon d'or et je continue avec la 9e place. C'est toujours un défenseur. J'ai parlé de Robertson, et c'est son compère côté droit. Trent Alexander-Arnold. J'ai parlé de réinventer le poste. Lui, c'est le meilleur arrière droit l'an dernier. Enfin, en 2019, on est encore, mais c'est le meilleur arrière droit en 2019. Pour moi, il n'y a aucune contestation possible. Quand tu vois, je ne sais plus dans quel prix, si c'est The Best ou si c'est le prix de l'UEFA, je crois que c'est le prix de l'UEFA, qui est entre guillemets l'équivalent d'un ballon d'or, mais fait par l'UEFA. Quand tu vois que Alexander Arnold n'est pas dans les 11 pour mettre Sergio Ramos à droite, vous vous foutez de notre gueule? Vous vous foutez de notre gueule? C'est le meilleur arrière droit du monde. Pour moi, c'est le 9e meilleur joueur au monde sur la saison 2019. Quand tu arrives à être le meilleur passeur à ton poste au monde, et qu'en plus, je crois qu'il en met, je sais plus si c'est 15 ou 14, ce qui pour un défenseur latéral est absolument monstrueux.
Et puis le nombre de centres par match, l'endurance, le mec qui fait des allers-retours en permanence, le mec qui joue à attaquant droit et pourtant il est toujours en train de défendre. Mais c'est incroyable. C'est des qualités, en fait, j'ai rarement, je sais pas si j'ai déjà vu ça parce que même Dani Alves, quand il le faisait avec le Barça, cet attaquant, enfin, ce défenseur attaquant finalement, Dani Alves, moi je trouve qu'il revenait pas autant défensivement et que voilà, quand il finissait pas les actions, il se faisait souvent prendre en compte. Arnold, t'as l'impression il prend pas beaucoup de contre. Alors que le mec, il joue son poste le plus bas, c'est milieu droit dans le match. Enfin, je veux dire, il est tout le temps en train de centrer en haut vers la surface adverse et pourtant il mange quasiment jamais de contre. C'est incroyable. Moi, je suis absolument. C'est vraiment en fait le site. J'ai été impressionné en plus des stats, en plus de tout ce qu'il gagne, en plus de tout ce qu'il apporte, non seulement à Liverpool, mais au football cette année. Comment tu veux le mettre en dessous de la 9e place? Il est incroyable. Lui aussi, il est en train de rénover totalement ce qu'on pensait du football. Je veux dire, tous les latéraux qu'on a pu connaître dans le début des années 2000, et tous les années 90 et tout, même, je veux dire, Philippe Lam, qu'on pensait par exemple pour moi qui est l'un des meilleurs arrière droits que le monde ait connu, avec les Cafou, avec les mecs comme ça. Mais alors là, attention, je suis pas en train de dire que Trent Arnold enfin que Alexander Arnold est meilleur que Cafou ou Philippe Lam. Par contre, je te dis que sur une saison, il a peut-être été aussi fort que Cafou dans sa meilleure saison ou que Philippe Lam dans sa meilleure saison. Après, sur la longueur, évidemment, ça demande à être confirmé. Mais s'il continue comme ça, je sais pas, s'il fait 5-6 saisons comme ça, Arnold, mais c'est le meilleur droit du monde. Là, ce qu'il vient de faire, c'est absolument phénoménal. Alors après, il est que 9ème parce qu'il y a des mecs devant qui ont encore fait des choses plus incroyables, plus sales. Mais Arnold, bien sûr, qui mérite d'être aussi haut. Je vais passer maintenant au 8ème, qui est donc le compère de Matthijs de Ligt. Cette fois, c'est Frenkie de Jong, l'ancien de l'Ajax, hein, puisque maintenant il est au Barça. S'il est au Barça, c'est pas pour rien. Qui, comme de Ligt, en fait, je vais utiliser les mêmes mots. C'est dur de les comparer, enfin de les comparer sans utiliser les mêmes adjectifs, les mêmes phrases, parce qu'il a lui aussi fait partie de cette nouvelle invention de poste, c'est-à-dire que dans cette nouvelle génération qui cherche à relancer dès le milieu de terrain, qui est plus fort que De Jong? L'an dernier, qui est plus fort que De Jong à ce poste-là? Pour moi, aucun, personne. C'est le meilleur. Je le mets 8ème parce que, voilà, pareil, impressionnant. Alors, comme De Ligt, ce qui fait l'Ajax, c'est notamment grâce à ce type de joueur-là que tu peux être fort dès la défense et donc pouvoir faire briller ton attaque. Il allie, comme un peu De Ligt, mais il allie la précision, la puissance, la vitesse, l'intelligence, tout ce que tu veux. Le mec a tout. Tout. Il a tout. Alors heureusement qu'il marque pas non plus 15 buts par saison parce qu'alors là, ce serait terminé. Mais bon, il a tout quoi. C'est le meilleur milieu défensif pour moi, le meilleur 6 l'an dernier, dans une des meilleures équipes et dans une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus impressionnante, non quand même pas, mais l'une des équipes les plus impressionnantes l'an dernier. Comment tu veux le mettre plus bas que la 8ème place quoi? Voilà, c'est phénoménal ce qu'il a fait, phénoménal. Et là, je passe à la 7ème place. On retourne à Liverpool. C'est Roberto Firmino. Quand j'ai décrit Salah tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux attaquants de Liverpool qui étaient meilleurs que lui. Eh bien sûr que Firmino est devant. Alors en fait, Firmino, c'est pas le meilleur buteur de la Première Ligue, c'est pas le meilleur buteur de la Ligue des Champions, etc. Alors pourquoi finalement, même s'il fait une très 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 belle saison, il se retrouve aussi haut déjà parce que moi j'ai été impressionné individuellement. Il a fait des choses. Oh, buteur. Ballon dans la surface, c'est but. Passeur. Capable de dézoner. Capable d'aller centrer sur un côté. Capable d'aller côté droit, de déborder, de centrer. Capable d'aller côté gauche, d'éliminer un joueur. Capable de faire un 1-2. Capable de jouer pivot, c'est-à-dire de jouer dos au but, de remiser un ballon pour un 1-2. Capable de mettre des têtes. Capable de frapper pied droit, pied gauche, enroulé, en puissance. Capable qu'est-ce que je peux rajouter? Capable de jouer à la limite du hors-jeu, capable de redescendre au milieu de terrain pour venir aérer son attaque, permettre à ses deux attaquants ailiers de prendre la profondeur. Tactiquement, je pense que tactiquement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je peux pas dire mieux. C'est l'un des mecs qui se positionne le mieux sur le terrain et qui utilise le mieux l'espace, que ce soit avec ou sans ballon. Son utilisation du ballon, elle est tellement propre que, je veux dire, cherche le nombre de ballons perdus, le nombre de déchets qu'a pu offrir Firmino l'an dernier, en 2019, je suis pas sûr que ça puisse compter sur les doigts de deux mains. J'abuse peut-être un peu, mais honnêtement,
ce qu'il fait, c'est trop propre, c'est vraiment incroyable. Il est capable de redescendre, de mettre des ballons longs, de jouer dans les petits espaces, de, de, de mettre des gestes techniques, de mettre des petits ponts, enfin je sais pas, ce mec est trop fort. En plus, il est dans l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, il est dans l'équipe qui fait deuxième de Première Ligue en étant incroyable. Il est, enfin, voilà. Et en plus, oui, pour terminer, il est dans l'équipe qui remporte la Copa América. Et pour le coup, lui, il marque quand même plusieurs buts. Il est vraiment important dans son équipe. Alors, c'est vrai qu'offensivement, ça a été un peu dur pour le Brésil. Moi, je trouve quand même que Firmino, il s'en sort vraiment bien dans cette équipe-là. Donc voilà, ça fait septième, c'est très très fort. Et sixième, eh ben, c'est son compère dans son club et dans sa sélection. C'est donc Alisson. Gardien le plus fort de la saison, pour moi. Ensuite, eh ben, comme je viens de dire, il gagne la Copa América. Alors pour le coup, comme j'ai dit, offensivement, ça a été un peu compliqué pour le Brésil. Il a fallu un goal. Qui était là? C'était Alisson. En première ligue, il y a un nombre d'arrêts. Pareil, c'est le premier relanceur de l'équipe. Son jeu au pied, c'est un bijou. Le nombre de balles en profondeur que les équipes adverses envoient et que le mec anticipe. En Ligue des Champions, il y a notamment la parade contre le Bayern en face à face qui qualifie Liverpool presque tellement qu'elle est décisive. T'as plusieurs arrêts aussi absolument somptueux en Première Ligue, en Ligue des Champions. Enfin voilà, premier relanceur. Enfin le mec est dans toutes les équipes qui gagnent aussi. Meilleur goal. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, il y a un moment, c'est dur de classer un goal, mais quand tu fais partie des meilleurs, de toutes les meilleures équipes, bah ouais, mais bon. Je veux dire, t'es le meilleur goal de la meilleure équipe. En plus, c'est pas genre meilleur goal comme à l'époque de Victor Valdés avec le Barça où le mec en fait il était juste là quoi. C'est vraiment le mec, enfin Alisson c'est peut-être le, je sais pas si c'est le meilleur goal de la Ligue des Champions parce que Lloris fait vraiment une grosse Ligue des Champions, mais je veux dire bon, t'es dans l'équipe qui gagne en Ligue des Champions, t'es dans l'équipe deuxième de Première Ligue, tu fais un championnat incroyable comme j'ai dit. Il est à tous les niveaux, au niveau de jeu au pied, de relance, le nombre de ballons où il se retrouve sur une passe en retrait à être presque en un contre un avec un défenseur et qui fait le bon choix, enfin c'est impressionnant. Il te met des petits lobes, il te met des passes au sol, pied gauche, pied droit, enfin c'est pas, il y a un moment aussi, c'est incroyable pour un goal. C'est vraiment la génération de goal qui permet voilà, à ces équipes comme Liverpool d'être incroyables. Donc pour moi, il se retrouve sixième tellement qu'il a été en permanence décisif et dans les bons coups. Alisson. Je passe à mon top 5 avec Raheem Sterling en cinquième position. Et oui, si haut que ça, et bah oui, parce que Sterling... non, je vais même donner mon cinquième et mon quatrième. Ça va spoiler un peu, mais c'est pas grave. Sterling, cinquième et quatrième, Bernardo Silva. Pourquoi j'ai donné en même temps? Parce que ces deux joueurs viennent de la même équipe de club qui est Manchester City. Manchester City vraiment fait une saison absolument somptueuse, mais c'est surtout offensivement et dans la liaison entre le milieu et l'attaque que City a été sublime. Et qui fait ces liaisons, qui sublime cette équipe, c'est vraiment Raheem Sterling et Bernardo Silva. Moi je trouve que ces deux, ils sont complètement à l'origine de cette supériorité de City dans le championnat, de cette supériorité de City dans le jeu, dans les transitions, dans cette domination offensive, dans ce plus qu'ils ont dès qu'ils commencent le match. Sterling, c'est l'alliage de vitesse. Alors, Sterling, s'il y avait bien un truc qu'on pouvait lui reprocher les années d'avant, c'est qu'il était un peu con. C'est que, tu sais, il arrivait dans la surface, tiens, je fais un gris-gris, tiens, je mets un centre alors qu'il n'y a personne dans l'axe, tiens, je mets une mine alors qu'il y a 3 joueurs devant moi. Cette année, vraiment, il a l'intelligence. Et alors, un mec qui a autant de talent physique, c'est-à-dire vitesse, appui, agilité, et qui en plus est capable de bien utiliser le ballon, oh là 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 là, il s'est tellement amélioré en finition dans la surface maintenant, c'est tirs cadrés quasiment tout le temps, le nombre de buts qu'il met aussi, il est impressionnant, c'est un 10 sur 10, niveau impressionnant, le mec il est scandaleux à avoir joué, putain, il y a des moments, quand il a le ballon, tu sais qu'il y a au mieux du mieux, il y a au mieux du mieux pour l'équipe adverse, c'est genre corner, ouf. Enfin, je veux dire, tu peux pas l'arrêter, ce mec-là, il est incroyable, il est lancé, il est précis, juste intelligent. Il utilise parfaitement son corps, il utilise presque parfaitement le ballon, mais vraiment très très bien.
J'en viens aussi à Bernardo Silva. Alors pourquoi Sterling est 5, pourquoi Bernardo Silva 4? Le petit plus que Bernardo Silva il a aussi, c'est que Bernardo Silva il s'est imposé notamment à deux postes, que ce soit un peu en 8 et un peu en ailier droit, en fonction de certains matchs, en fonction de certains moments dans la saison. Ça, je trouve ça absolument monstrueux. D'arriver à t'imposer à deux postes, c'est incroyable. Surtout, là, c'est pas genre ailier gauche, ailier droit. Là, c'est genre ailier droit mais meneur de jeu 8, quoi. Donc c'est incroyable. Ensuite, lui, alors, un alliage de vitesse, de précision, de pareil d'effet quand il prend le ballon, ses passes, que ce soit longues, courtes, pour changer le jeu, pour jouer en 1-2, dans les petits espaces, c'est phénoménal. C'est quasiment tout le temps réussi. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs qui réussissent presque tout? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Impressionnant. Pour moi, ce sont les deux hommes de Manchester City cette année. Sterling, Bernardo Silva, 5e, 4e. Pourquoi que 5 et 4? Parce que ce quart de finale de Ligue des Champions va faire très très mal. Sinon, à mon avis, on aurait tapé dans le top 3. Eh oui. C'est mon avis, en tout cas, on arrive au top 3. Qui va rester sur le bas du podium, va quand même y accéder, mais y rester sans toucher au Graal. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, meilleur défenseur central cette année. Je pense que jusque-là, je prends pas trop de risques. Cette stat absolument folle de ne jamais s'être fait dribbler durant l'année 2019. Est-ce que j'ai... Enfin, si, du coup, il s'est fait dribbler pendant l'année 2019, mais pas dans la saison 18-19, pardon. C'est une stat absolument folle parce que c'est arrivé en Ligue des Champions, Première Ligue, qui est pour moi le championnat le plus difficile. Qu'est-ce qui fait qu'il est 3e? Il apporte une sérénité, il apporte une qualité technique dans la défense qui, comme je l'ai dit tout à l'heure pour De Ligt, représente cette nouvelle génération, mais lui, c'est vraiment poussé au maximum pour que je le mette 3e. C'est que ce qu'il fait, personne ne le fait en fait. Personne ne le fait et je pense que personne ne l'a jamais fait. Sergio Ramos, dans ses 4-5 dernières années, là, c'était sûrement l'un des meilleurs défenseurs et ça a été le meilleur défenseur du monde sûrement plusieurs années. Ce que faisait Sergio Ramos, c'était une chose. Ce que fait Virgil van Dijk cette année, Sergio Ramos ne le faisait pas. C'est-à-dire que là, on trouve un mec qui, en plus d'être bon dans les duels aériens au sol comme un grand défenseur, le mec est capable de porter le ballon. Le mec n'est pas lent. Alors que, autant Sergio Ramos, c'est un ancien arrière droit, je veux dire, c'est un mec qui pouvait avoir du coffre. Van Dijk, c'est un pur défenseur central. Hein. Il en a la taille, il en a le gabarit, etc. Le mec est capable de traîner son gros corps, j'abuse, mais tu vois, le mec est capable de traîner son corps de défenseur central aussi vite qu'un attaquant. Interception, qualité d'anticipation. Dans les trajectoires, quand tu as Virgil van Dijk, tu ne passes pas. Offensivement, quand Virgil van Dijk met une tête, tu ne prends pas le ballon. Capable de mettre des buts en championnat, en Ligue des Champions. Comme j'ai dit, dans les interceptions, il est phénoménal. Dans les duels, il est impassable. Tu peux prendre le ballon dos au but et la jouer derrière, c'est une chose. Mais tu ne peux pas te retourner quand Virgil van Dijk est là. Il est capable de faire des interceptions pied droit, pied gauche, mais surtout, il est aussi à l'aise quand un centre vient de la droite, de la gauche, ce qui n'est pas toujours le cas pour les défenseurs. Il n'y a pas d'erreur l'an dernier, il n'y a pas de passage à travers dans un match. Alors il y a la double confrontation contre le Barça, où il est quand même malmené. Bon, après tu prends Messi, Suarez, t'as tapé dans le gratin du malmenage, mais voilà, où là c'est vrai qu'on va pas nier qu'il est un peu moins performant, notamment sur le match aller. Comme j'ai dit, Liverpool pour moi peut largement gagner ce match aller. Pourquoi tu le gagnes pas? Parce que t'as Messi, t'as Ter Stegen qui sauve et t'as Messi qui te fait un match encore stratosphérique. Mais bon, la défense n'est pas exempte de tout reproche. Il y a eu des petites errances, voilà, notamment Van Dijk. Donc bon, ce qui fait qu'il est 3e, c'est que même si j'étais ultra impressionné, qu'il fait une saison exceptionnelle et tout, bah voilà, faut aller chercher des petits détails pour comparer avec les mecs devant, qui fait qu'il se retrouve 3e, pardon. Après, dans l'équipe qui finit 2e de Première Ligue, comme je l'ai dit, je vais pas répéter ce que j'ai dit sur Liverpool, champion de la Ligue des Champions, voilà. Il est stratosphérique, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Il est en train de nous montrer
ce qu'est l'avenir des défenseurs centrales pour au moins les 10 prochaines années. On va avoir des mecs comme ça, et Van Dijk pour l'instant en est le meilleur exemple. Et sur cette saison, bah voilà, Van Dijk c'est 3ème. Mais maintenant je vais donc dévoiler mon ballon d'or, puisque si je vous dévoile le 2e, vous allez savoir le ballon d'or. Le ballon d'or 2019 est pour moi Lionel Messi devant Sadio Mané. Lionel Messi 1er, Sadio Mané 2e et Virgil van Dijk 3e. Je vais donc expliquer pourquoi Mané 2, pourquoi Messi 1. La saison de Sadio Mané est absolument stratosphérique. J'ai l'impression d'utiliser beaucoup de fois ce genre de mots, mais cette vidéo rend hommage à des mecs qui nous ont incroyablement étonnés. Sadio Mané, c'est comme Sterling. Pour moi, ils font une saison très très proche. Alors pourquoi il est 3 places devant Sterling? Parce que Sadio Mané, en plus, il gagne cette Ligue des Champions en mettant des buts décisifs, notamment contre le Bayern. Tout le monde l'a vu celui-là. Je rappelle aussi que c'est notamment grâce à lui que Liverpool obtient le penalty en finale de Ligue des Champions. Alors même si derrière ça fait un match un peu moins beau à regarder, il y a un seul but qui est marqué par Mohamed Salah sur un penalty, mais c'est Sadio Mané qui l'obtient. Il y a beaucoup d'exploits personnels. Il y a une culture tactique. Alors là, pour le coup, enseignée notamment par Jürgen Klopp, qui porte vraiment ses fruits. Parce que Mané, c'est le genre de mec, si tu lui mets pas un bon coach tactiquement, c'est le genre de mec qui va te prendre le ballon, qui va te faire 15 000 courses par match, qui va te faire peut-être 15 centres et qui va en mettre 14 là où il n'y a personne. C'est un peu ce que fait Kingsley Coman actuellement. Sans vouloir tailler Kingsley Coman, il y a beaucoup de fois où tu le regardes, il fait une différence physique parce que le mec, niveau vitesse, il est imprenable. Mais derrière, des fois, il met des centres sans forcément regarder où il centre. Il s'applique pas trop et trucs dans la précipitation. Et en fait, alors, quand tu regardes la fin du match, tu te dis, ouais, le mec, il a mis 10 centres. Ce qui est très bien, ça apporte des occasions. Sauf qu'en fait, il en a mis 8 où il y avait personne. Donc ça sert à rien. Sadio Mané, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il a, comme je disais tout à l'heure pour Sterling, c'est pour ça que là, je suis content de pouvoir les comparer. C'est un peu pareil. C'est des mecs où tu te dis à la base, c'est des tout droits. Et en fait, ils se sont retrouvés tous les deux à gauche, à rentrer sur leurs pieds, à être capables de déborder, à utiliser le ballon intelligemment, à rentrer dans un collectif qui possède une tactique ultra huilée, dont ils sont pour moi les meilleures armes. Trop impressionnant. Dès qu'il touche un ballon, c'est dangereux. Il est capable de redescendre, de faire une course de 50 mètres pour mettre un tacle. Et puis, l'an dernier, dans une saison où tout réussit, quoi. L'année 2019 pour Sadio Mané, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, alors peut-être gagner la CAN, ouais, il perd en finale contre l'Algérie, bon voilà. Alors il fait une CAN, moi je trouve bonne, mais pas exceptionnelle. Donc honnêtement, s'il fait une CAN où il avait mis énormément de buts et qu'en plus il la gagne, peut-être qu'il était devant Messi, on sait jamais parce que ça se joue tellement à rien que voilà. Bon, il n'a pas été impressionnant non plus à la CAN, dommage. Voilà. Après, il est quand même 2ème, hein, attention. Il est 2ème pour moi du Ballon d'Or cette année. Parce que tout lui réussit, quoi. Je veux dire, t'es l'un des plus grands artisans de la victoire de la Ligue des Champions de ton équipe. Du moment que je dis cette phrase, qu'est-ce que tu veux dire de plus déjà? Après, il faut aller chercher la petite bête, mais voilà. Maintenant, je vais en venir à Messi, parce que pour expliquer que Mané soit 2ème, je suis obligé de parler de Messi. Pourquoi Messi est 1er pour moi cette année, alors qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions, il se fait sortir notamment par Liverpool en demi. J'en ai parlé tout à l'heure pour revenir à la Ligue des Champions. Déjà, la campagne de Ligue des Champions de Messi, elle est très belle. Il est vraiment au-dessus. Je veux dire, tu vois, il joue United. Je veux dire, qui est une équipe inférieure largement au Barça l'an dernier. Mais en fait, elle n'est pas inférieure au Barça, elle est inférieure à Messi, quoi. Le mec a eu besoin de personne. Il joue Lyon en 8ème de finale, mais il trouve le club à lui tout seul. Je veux dire, le match aller, le Barça ne pousse pas tant que ça. Lyon fait un bon match défensif et tout. Bon, ça fait match nul. Putain, mais le match retour, quoi. Le mec, il joue tout seul. Il fait que des exploits personnels et l'équipe, elle en met 5. C'est incroyable. Je veux dire, le mec, il se dit, tiens, je vais jouer aujourd'hui. Il y a 5 buts. Mais comme je dis, la demi-finale contre Liverpool, pour moi, c'est le plus incroyable. Le match aller, Liverpool domine le Barça et le Barça gagne 3-0 parce que Messi est sur une autre planète. C'est pas genre le Barça, ils font un hold-up 1-0, c'est le Barça, ils en mettent 3 et ils peuvent en mettre plus. Pour ceux qui s'en souviennent pas, Dembélé, il rate l'opportunité du 4-0 à la dernière minute alors qu'il est tout seul devant le goal et qu'il met une vieille frappe dégueulasse.
Si le Barça gagne 4-0, c'est encore un autre match retour, hein, parce que si Liverpool gagne 4-0, c'est 4-4, c'est prolongation, etc. Donc c'est loin d'être fini. Mais je veux dire, Messi, j'ai dit Ter Stegen, évidemment il y a Ter Stegen, mais Messi est tout seul, il y a pas Suarez il est nul. Ah, j'ai dit Arthur a fait une bonne saison, mais Arthur, il est pas là en demi-finale. C'est Messi, c'est que lui, il y a que lui. Il y a pas de Rakitic, il y a pas de Semedo, il y a personne. C'est Messi, quoi. Et le mec, attention, j'ai dit tout à l'heure, Mbappé finit deuxième meilleur buteur en Europe. Messi finit premier. Messi met 41 buts en Liga. 41. Mais je veux dire, le deuxième meilleur buteur de la Liga, c'est Benzema. Il en met 21. Et Benzema, pour moi, est 17ème du Ballon d'Or parce qu'il est incroyable. Le mec a mis 20 buts de plus, 2 fois plus. Mais est-ce que j'ai besoin de répéter? C'est incroyable. Messi, évidemment, meilleur buteur européen. Meilleur buteur en Liga. Si le Barça gagne la Liga, est-ce que j'ai besoin de répéter que c'est grâce à Messi? Voilà. Le Barça fait demi-jeu, mais enfin. Et puis alors lui, quand il touche le ballon, mais but, passe, création. Lui, il peut te mettre des piquets pied droit, des piquets pied gauche. Il peut finir à 2 mètres du goal, finir à 30 mètres de la cage. Il a mis un nombre de coups francs encore. Il en a mis quoi, 4 ou 5 l'an dernier. Des passes des 30 mètres, des passes des côtés droit, côté gauche. Des frappes sur des centres, des frappes. Il met tous les pénaux, il met les coups francs. Il est capable de tirer en puissance, tirer croisé, enroulé, frapper au sol, en l'air. Ce mec, il est incroyable. Il est petit, donc il met quasiment pas de tête. Il reçoit peu de centres aussi. Et pourtant, voilà, il claque 40 buts par saison. Enfin, je veux dire, il y a un moment, le gars, il prend le ballon au milieu de terrain, il élimine 4 joueurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Il a beau pas être dans la meilleure équipe collectivement, je suis désolé, mais sa saison, c'est au-dessus, quoi. C'est au-dessus. Jusqu'ici, c'était Messi et Ronaldo. Là, entre guillemets, Ronaldo ne fait que une très bonne saison qui mérite pour moi de n'être que 15ème du Ballon d'Or, même si c'est déjà incroyable. Bah ouais, mais Messi, pour moi, même Sadio Mané, peut-être qu'il est pas si loin, mais Messi, quoi, ce qu'il fait sur le terrain dès qu'il a le ballon, c'est un trophée individuel. Dès que le mec individuellement il a le ballon, il y a rien d'équivalent sur la planète. Pas en foot en tout cas. Le problème, ce qui a failli lui coûter sa première place, c'est sa Copa América. Ou collectivement, alors là, il a pas autant le Barça, je dis, c'est un peu moche et tout. Mais il y a quand même des joueurs, quoi. Putain, l'Argentine, il n'y a rien, c'est vide, oh là là, il n'y a aucune tactique, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'indice. Enfin, je veux dire, t'as Agüero, quand il arrive en équipe d'Argentine, t'as l'impression que c'est un sac à merde, le mec, il sert plus à rien. Je sais pas, Messi, c'est le seul qui est capable de prendre le ballon, de faire une accélération de 30 mètres, de trouver une passe, un tir, un coup franc, quelque chose, quoi. Et puis l'équipe ne l'aide pas, l'équipe le laisse faire. L'équipe ne lui propose pas de solution. Donc. Après, c'est vrai que Messi, du coup, n'est pas décisif en Copa América. Voilà, il met pas 3-4 buts. Il permet pas à son équipe de gagner en mettant des tôles. Ils font que demi de Copa América. Bon, ils se sortir par le Brésil aussi, mais tu sens qu'ils sont pas au niveau non plus. Bon, voilà. Comme j'ai dit, heureusement que Sadio Mané, heureusement pour Messi que Sadio Mané fait pas une très très grande CAN, parce que ça aurait pu faire basculer. Voilà. Messi, quand même individuellement pour moi le meilleur joueur du monde cette année, il n'y a pas de question à se poser, et pour moi il est donc le Ballon d'Or. Je vous remercie d'avoir suivi cette très très longue vidéo qui va faire quoi, peut-être plus d'1 heure. J'ai essayé de détailler du mieux possible en étant le plus concis, précis possible. Merci si vous avez suivi jusqu'au bout, c'est dingue. Donc vous avez pu voir le classement des 30 avec par groupe au début et donc un par un à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quel est votre 30? Parce qu'à mon avis, comme j'ai dit, c'est très subjectif. On n'a sûrement pas le même 30, c'est impossible. On n'a peut-être même pas le même Ballon d'Or. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. On verra ce que le football va nous réserver, ce qui va m'inspirer. Mais en tout cas, le Parlons Foot reviendra très vite. A plus.